La droite se sent trahie par Benyamin Netanyahou aujourd'hui, vous pensez? Clairement. Bah, écoutez, en particulier, je pense les gens du Likoud. 61% des Israéliens estiment que Benyamin Netanyahou a rompu sa promesse envers ses électeurs en abandonnant le projet d'annexion. Pour parler de la réaction à droite, l'accord entre Israël et les Émirats arabes unis. Nous sommes ce matin en ligne avec Yom Tov Kalfon. Yom Tov, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin, Yom Tov, donc du parti Yemina, pour parler un peu de la réaction à la droite de Benyamin Netanyahou à cet accord avec les Émirats arabes et surtout de l'abandon pour le moment de ce projet d'annexion en Judée-Samarie. Alors d'abord, Yom Tov, comment vous avez accueilli cette nouvelle un peu surprenante, il faut dire, de cet accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes? Écoutez, c'est en soi une excellente nouvelle, avec son aspect évidemment économique, un développement entre deux pays qui sont, on va dire, deux puissances économiques régionales au Moyen-Orient, et c'est évidemment une bonne nouvelle en soi. On le sait depuis plusieurs années qu'il existe un très fort rapprochement entre les pays du Golfe et Israël autour d'un intérêt sécuritaire commun qui est la lutte contre l'expansion iranienne dans la région. Donc ça, nous le savions. Il y avait eu par le passé déjà des contacts, même des contacts militaires entre les pays. Des ministres israéliens ont visité Abu Dhabi, ont visité les Émirats arabes unis. Il me semble presque la moitié du précédent gouvernement Netanyahou s'y est baladé, du ministre Israël Katz, en passant par Miri Regev, en passant par Yuval Shahini. C'est-à-dire que il y avait quand même des signes précurseurs par le passé d'un rapprochement entre les pays. Et ce qui se passait en fait sous les caméras ou comme on dit sous la table est maintenant révélé au grand jour, et c'est en soi une bonne chose. La question est quel est le prix qu'il a fallu payer pour cela. Alors, si vraiment c'est le prix à payer justement. Alors ce prix justement, c'est concernant ce projet qui devait avoir lieu en Judée-Samarie, ce projet qui visiblement a été abandonné par Benyamin Netanyahou pour le moment, mais de toutes les façons, ce projet n'avait pas l'air d'avancer de toutes les manières, Yom Tov. Alors justement, deux choses en soi. Si la version officielle du Premier ministre Netanyahou, et on ne sait pas vraiment si c'est la réalité des faits, et qu'il a fallu geler le projet d'application de souveraineté israélienne en Judée-Samarie pour obtenir la paix avec les Émirats arabes unis. Permettez-moi de remettre un peu en question cette version qui semble peut-être être une certaine version on va dire de relations publiques pour mieux faire passer en réalité ce que je crois être une décision qu'avait déjà prise Netanyahou depuis longtemps, de ne pas appliquer la souveraineté. Peut-être qu'en réalité, Netanyahou n'a jamais vraiment voulu appliquer la souveraineté, et que cela était tout simplement dans le cadre d'une campagne électorale pour draguer la droite du pays, et c'était en réalité une fausse promesse. Et tout le problème est là, c'est que Netanyahou, vous savez, durant toutes ses campagnes électorales, durant toute sa carrière, n'a jamais proposé de programme électoral. C'est peut-être la seule fois, durant les 3 dernières élections qui ont eu lieu l'année précédente, que le Premier ministre Netanyahou a proposé un programme électoral à ses électeurs. Il a proposé une seule chose, il a proposé le projet de souveraineté aux électeurs, et il est parti avec cela aux élections. Il est parti rencontrer les dirigeants des implantations, il s'est rendu dans presque, je crois, dans tous les Yishuvim en Judée-Samarie. Il a promis. Cette promesse l'a probablement aidé à gagner, en tout cas ne pas perdre à 3 reprises les élections. On sait que, par exemple, Yossi Dagan, qui est un membre un des membres éminents du Likoud, qui est un des dirigeants des implantations, Yossi Dagan a encore écrit un post hier ou avant-hier, et il a rappelé que c'est lui qui a, pendant les élections, pris tous les jeunes et tous les militants de la Samarie, du Shomron, pour aller sortir les gens du Likoud de leur maison pour les faire voter Netanyahou dans les différentes villes du pays. C'est-à-dire que Netanyahou a gagné les élections, en tout cas est aujourd'hui encore Premier ministre, et grâce à cette promesse électorale de la souveraineté en Judée-Samarie, et aujourd'hui en tout cas il s'avère qu'il n'a pas l'intention
de tenir sa promesse. La droite se sent trahie par Benyamin Netanyahou aujourd'hui, vous pensez? Clairement. Écoutez, en particulier, je pense, les gens du Likoud. Personnellement, moi, si je n'ai pas voté en tout cas pour Netanyahou directement, mais voté pour Yamina, c'est parce que justement, malheureusement, avec le Likoud, nous sommes, comment dire en hébreu, Lemoudé Nisayon. Nous avons appris de nos erreurs. Ouais, nous avons appris de nos malheureuses expériences. Je tiens juste à rappeler à nos auditeurs que c'est un dirigeant du Likoud, Ariel Sharon, qui en 2003 s'est rendu dans la bande de Gaza, dans le village de Netzarim, le plus petit village, et a dit que pour lui, Netzarim était comme Tel Aviv, était aussi importante que Tel Aviv, et il a gagné les élections avec 38 mandats pour le Likoud, soutenu par les habitants des implantations et par toute la droite idéologique. Et seulement 2 ans après, c'est lui qui a mené le projet d'expulsion des Juifs de la bande de Gaza, un dirigeant du Likoud, un dirigeant fort du Likoud, qui était l'un des constructeurs des implantations, Ariel Sharon lui-même. Netanyahou, qui a toujours été beaucoup moins à droite que Sharon, en tout cas dans son parcours politique. J'ai personnellement jamais vraiment cru qu'il ait été capable de mener une vraie politique de droite concernant la terre d'Israël. C'est pour cela que j'ai toujours soutenu des partis qui sont à sa droite, que eux seuls pourront vraiment, dans le cadre d'une coalition, dans le cadre des jeux de force, des équilibres de force qui existent, aurait pu tirer Netanyahou vers la droite. Malheureusement, et c'est en ça le drame, une grande partie de l'électorat de droite a préféré voter directement Netanyahou en lui faisant confiance qu'il allait appliquer ses promesses, notamment sur la terre d'Israël. Et c'est ainsi que le Likoud a eu un très très beau score. Si vous voyez les scores du Likoud, notamment en Judée-Samarie, Netanyahou a fait de très beaux scores. La plupart des dirigeants des implantations de Judée-Samarie sont membres du Likoud jusqu'à aujourd'hui. Et malheureux. Et c'est en ça le drame de ce que nous sommes en train de vivre. Après, est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, avec la paix avec les Émirats Arabes Unis? C'est possible qu'en réalité c'est l'inverse, c'est que Netanyahou n'avait pas l'intention d'appliquer la souveraineté et qu'il a trouvé un bon moyen de faire passer ça au public. Comme on le sait, c'est un génie de la communication et une fois de plus, il a réussi à faire passer cela comme il se doit au niveau de la communication. Pourtant, Yom Tov, lorsque ce projet de souveraineté a été proposé il y a quelques semaines par Benyamin Netanyahou et par les États-Unis aussi, du côté de la droite, du côté de Yemina, il a été quand même accueilli avec certaines restrictions, avec beaucoup de prudence. Alors aujourd'hui, vous venez critiquer le fait qu'il ne soit pas appliqué. Il y a quelque chose qui n'est pas très logique dans tout ça. C'est une excellente question, Olivier. Je vous remercie de donner l'opportunité d'y répondre. Non, personne ne s'est opposé au projet de souveraineté. Le projet de souveraineté, vous savez, Naftali Bennett l'a déposé en 2013 déjà à la Knesset, d'appliquer la souveraineté sur les villages juifs de Judée-Samarie. Personne s'y oppose. Et si Netanyahou, demain matin, à la Knesset, dépose un projet d'application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, il y a au moins 70 à la Knesset qui soutiendront ce projet. Ce qui a été mis en avant par les dirigeants d'implantation et par Bennett notamment, c'est que est-ce que à côté du projet de souveraineté, en contrepartie du projet de souveraineté, Netanyahou a accepté de créer un État palestinien sur 70% de la Judée-Samarie. Et tout le problème était là. C'était en ça l'opposition. C'est-à-dire l'opposition n'était pas contre le projet de souveraineté, mais contre le prix du projet de souveraineté. Évidemment que si le prix de ce projet de souveraineté, pour obtenir la souveraineté sur 30%, il faut renoncer à 70% et construire un État terroriste aux portes de Tel Aviv et de Jérusalem, c'est évidemment que toute personne qui est sain dans son esprit est censée y être contre. C'est se suicider littéralement de faire un État palestinien aux portes de nos villes. C'est un suicide. C'est la création aux portes de nos villes et nos villages. Ouais. Et l'opposition était à la palestinienne. Et je tiens à dire qu'il y a quelques jours, Jared Kushner, avec l'annonce de ce projet de paix avec les Émirats Arabes Unis, a fait une vidéo où il a annoncé que le premier ministre Netanyahou avait accepté la création d'un État palestinien. Il avait accepté de tracer une carte. Il faut savoir que dans toute l'histoire des négociations israélo-palestiniennes, il n'y a jamais eu de carte officielle de l'État d'Israël concernant sa frontière Est, concernant la création d'un potentiel État palestinien. Si Jared Kushner dit vrai, cela voudrait dire que Netanyahou est allé très loin et peut-être se place aujourd'hui même à la gauche de Rabin et de Pérez dans ce que eux-mêmes n'ont jamais osé faire, c'est-à-dire tracer officiellement une carte qui fixerait quelles seraient les frontières d'un potentiel État palestinien. Je tiens à rappeler qu'officiellement dans la charte du Likoud et dans toute la base idéologique de la droite, on est
formellement opposé à la création d'un État palestinien. Et la question, c'est où se place Netanyahou. Et c'est en ça l'inquiétude, c'est en ça l'opposition qui a été exprimée par les dirigeants des implantations, par les dirigeants de Yamina, donc les gens aussi bien qui sont du Likoud, la droite du Likoud. On veut oui la souveraineté, on veut oui mettre notre enfin que ce que nous avons libéré il y a 52 ans puisse obtenir le tampon officiel, en tout cas, d'une souveraineté israélienne, mais cela ne veut pas dire que nous allons accepter la création d'un État palestinien. C'est-à-dire, on va pas faire quelque chose on va pas faire un pas en avant et deux pas en arrière. Alors, et c'est là toute la question. Et pour revenir aux Émirats Arabes Unis, encore une fois, personne on veut dire qu'on voudrait critiquer, c'est un succès, évidemment, c'est un succès diplomatique du Premier ministre Netanyahou. Il doit être félicité pour cela, mais j'ai personnellement le sentiment que le Premier ministre Netanyahou a utilisé une normalisation qui était en cours de toutes les façons pour peut-être faire mieux passer, comme on dit, la pilule du fait qu'il ne va pas tenir sa promesse, sa seule promesse électorale, peut-être qu'il n'est jamais prononcée, qui est d'appliquer la souveraineté en Judée-Samarie. Alors, ma dernière question a concerné elle sera un peu plus politique et plus concernant, on va dire, les relations entre le chef de votre parti, Naftali Bennett, et Benjamin Netanyahou. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a vraiment une rupture des relations entre ces deux hommes et que il sera difficile de penser à une cohabitation, une coopération dans les années à venir, en pensant qu'aujourd'hui, pour préciser la question, en pensant qu'aujourd'hui, Naftali Bennett et le parti Yamina obtiennent des très bons résultats dans les sondages? Oui, alors je tiens juste à mettre un point important, c'est les relations entre Netanyahou et Bennett ne sont pas des relations, elles ne l'ont jamais été, en tout cas pas ces 10 dernières années, ce ne sont pas des relations amicales, ce sont de deux hommes politiques qui évidemment veulent les deux, je pense, agir pour le bien du peuple d'Israël, chacun avec une vision évidemment politique différente et chacun avec des buts différents. Ils ont su collaborer et travailler ensemble, je pense que de manière plutôt efficace par le passé. Bennett était il y a encore quelques mois le ministre de la Défense de Netanyahou. Bennett et Netanyahou ont été par le passé, ce sont des relations de travail, ce ne sont pas des relations amicales, tout le monde le sait, ce sont deux hommes politiques qui chacun veut faire avancer évidemment ses idées, son idéologie, chacun a des buts différents. Je pense que les deux ont vraiment l'intention d'aider le Ham Israël, chacun à sa manière. Mais ils ont su travailler ensemble il y a quelques mois encore. Netanyahou, Bennett était le ministre de la Défense de Netanyahou. La question est qu'est-ce que veut Netanyahou? Et pour revenir à notre précédent débat, je crois que tout se relie. Le fait que Netanyahou a décidé de laisser Yamina dans l'opposition en créant ce gouvernement, de prendre Benny Gantz, et on relie cela avec son mensonge en réalité électorale sur la souveraineté. Tout se relie. Netanyahou apparemment n'avait pas vraiment l'intention de faire de la souveraineté. Il voulait justement prendre les voix de Yamina, prendre les voix de la droite pour être élu, mais après ne pas appliquer ce projet. Et le fait qu'il a laissé Yamina dans l'opposition, tout se relie en réalité. Est-ce que par l'avenir ils pourraient recollaborer ensemble? Je ne sais pas. En politique, c'est très dur à dire. Ce que je vois, c'est qu'un Naftali Bennett qui prend de l'importance, en tout cas dans les sondages israéliens. Et peut-être que dans un prochain avenir, la question ne sera pas est-ce que Netanyahou va gouverner avec Bennett, mais qui va gouverner avec Bennett lorsque ce sera peut-être Bennett qui sera au poste de Premier ministre. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Yom Tov pour ces explications. Merci. Bonne journée à vous. Merci Olivier.